en combat en zone urbaine. Il est aux ordres du chef du bataillon Bravo, India, Zulu. Le second est la spécialité jungle des forces spéciales, aux ordres du capitaine Flex. L'ensemble est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Sierra Kilo, commandant en second des forces spéciales ivoiriennes. La publication de la liste des candidats pour tous les conseils régionaux et les mairies de certaines grandes villes a été accueillie avec colère dans la majorité des localités. L'ambiance est telle qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que c'est une véritable rébellion qui se prépare contre le choix jugé hasardeux de la direction du parti présidentiel. En effet, alors que les délégués départementaux ont été désignés lors d'un processus démocratique, avec des militants qui ont eux-mêmes élu leurs représentants à cet échelon, le choix des candidats pour les prochaines municipales et régionales s'est fait dans la totale opacité. Alors que logiquement, ce sont les secrétaires départementaux, nouvellement élus et jouissant d'une totale légitimité, qui auraient dû transmettre la liste de leurs candidats à la direction du parti pour officialisation, ce sont 7 individus sans aucune légitimité, puisque n'ayant jamais été élus par les militants du RHDP, qui ont de façon arbitraire imposé leur choix à des bases qui très souvent n'en veulent pas. Selon mes informations, et contrairement à une idée qui voudrait faire croire que c'est le président Alassane Ouattara qui a désigné les candidats dévoilés, les candidats ont plutôt été cooptés par un groupuscule composé de Kafana Kone, Sissé Bakongo, Adama Bictogo, Kandia Kamara, Mambe Begré, Fidel Sarasoro et Doumbia Brahima, le secrétaire national chargé des élections. Pour avoir manqué de tact et d'intelligence politique, notamment en procédant à de larges concertations en amont, nous sommes aujourd'hui en face d'une situation où l'ubuesque absolu le dispute à l'incongruité totale, le grotesque à l'abject. Sur la base de mes compulations, ce sont plus de 70% des candidats annoncés qui sont rejetés par la base. Sans être exhaustif, nous avons essayé d'illustrer la révolte qui couvre à travers quelques cas emblématiques.
Pour la présidence du Conseil régional de la Maraoué, le groupe des 7 a simplement décidé de cracher sur un symbole, infligeant la pire de ses humiliations à celui à qui le RHDP ne devrait rien refuser. Le juge qui avait pris le risque sur sa vie en délivrant à Alassane Ouattara le certificat de nationalité auquel il avait droit et dont le pouvoir de Bédié avait décidé de l'en priver à jamais, a été invité à s'aligner derrière Adama Kone. Inutile de préciser que la pilule ne passe pas chez les partisans du ministre de la lutte contre la bonne gouvernance et c'est souvent dans la communauté malinquée, dont est pourtant issu le candidat désigné, que se recrutent ceux qui déclarent publiquement qu'ils n'accepteront jamais aucune autre candidature à la présidence du conseil régional que celle du juge Epiphane Zorobi. Pour l'extrême courage dont il a fait montre sur cette affaire du certificat de nationalité d'Alassane Ouattara, le ministre Zorobi est un symbole. Et les symboles, on les ménage, on ne les frustre pas, encore moins les humilie-t-on. Le méga cafouillage créé par l'instance dirigeante du parti est tel que le directeur du cabinet du président de la République lui-même est contesté. Choisi comme candidat à la présidence du conseil régional du Poro, la quasi-totalité des cadres de Korogo avec qui je me suis entretenu estime que Fidel Sarasoro ne jouit pas de la légitimité pour assumer ses fonctions. Certains s'interrogent sur la logique qui a guidé le choix de l'élu de la petite bourgade de Silematiali, une localité dont le poids est jugé insignifiant dans le corpus électoral de la région. Dans la région voisine de la Bagoué, c'est la consternation. Le président du conseil régional sortant, dont une bonne partie de la population semble satisfaite du bilan, a été écarté au profit du ministre de la Construction, Bruno Kone. Plusieurs cadres et militants dénoncent la manière cavalière et l'incohérence de la direction du parti. On décide de la reconduction de tous les sortants, mais on remplace quand même certains sans leur donner la moindre explication. C'est du copinage et nous ne l'accepterons pas, cet indien cadre influent de la Bagoué. Bondoukou illustre parfaitement les incongruités du processus en cours. Ceux qui ont été battus lors des élections pour la désignation des secrétaires départementaux sont privilégiés au détriment du groupe qui les a défaits dans les urnes. En quelques mots, on a piétiné le choix des militants pour favoriser ceux qui n'ont recueilli que 11% lors des dernières élections des secrétaires départementaux. Inconnu au bataillon dans les rangs des militants locaux du RHDP, c'est Abou Bane qui a été préféré à Noël Mezankofi pour la mairie. L'homme a été propulsé au devant de la scène il y a quelques mois seulement, comme président de l'Union des cadres du Grand Nord. D'après mes informations, le choix d'Abou Bane n'est pas accepté et la fronde ici s'organise autour du ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. À Atekoubé, la majorité de la population semble pencher pour Laurent Tchaba, mais la direction du parti a imposé le pourtant très dépouillé ministre des Sports, Daro Polin. Mercredi 28 décembre 2002, la police a dû intervenir pour disperser une manifestation des militants du parti au pouvoir qui protestaient contre le maire sortant. Azaguié a connu une réunion d'arbitrage mardi 27 décembre 2022 dans une ambiance électrique, où c'est souvent avec des arguments ivoiritaires que les adversaires du maire sortant ont tenté de s'opposer à sa candidature. Et Louis Bernard veut la mairie d'Azaguié. Et le sénateur pourtant nommé par le président Alassane Ouattara, qui a tant souffert de l'exclusion, et ses parents autochtones, entre guillemets, ont ressorti les anachroniques discours identitaires contre le maire Yensié Yacouba. Le directeur du port autonome d'Abidjan, l'étranger, comme le président de certains de ses camarades locaux du parti, a été pourtant élu en 2018 avec 71,40% des voix, réalisant ainsi le plus gros score du RHDP de la région, comparé à Grand Bassam ou encore à Maféré. Le RHDP à Odjéné est politiquement un volcan en éruption depuis la publication de la liste des candidats pour la présidence du conseil régional. Depuis quelques années, Maître Adama Kamara s'est imposé comme le leader charismatique de la région grâce à un contact soutenu avec toutes les strates de la population. Mais ce n'est pas lui qui a été choisi pour la présidence du conseil régional du Kabadougou. La nouvelle a été accueillie localement comme une bombe et la réaction a été tout aussi robuste. Dès le lendemain, des associations de jeunes,
des organisations des femmes, des leaders religieux et chefs coutumiers se sont réunis dans un meeting pour dire qu'à la présidence de leur conseil régional, ce sera le richissime avocat d'affaires, par ailleurs ministre de l'Emploi, personne d'autre. La situation à Eugénie est d'autant plus ubuesque que selon des indiscrétions, le sortant qui a été à nouveau proposé avait informé tout son entourage et même des notabilités de son intention d'écrire à la direction du parti pour l'informer de sa décision de céder sa place à Maître Adama Kamara, estimant ce dernier plus légitime et apte à présider aux destinées de la région. La direction du parti l'a pourtant imposé. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'enjeu de votre géographique et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Le décret de la direction du RHDP a donné lieu à des cas isolés d'indiscipline, caractérisés par quelques candidatures indépendantes, l'ampleur des frustrations et du rejet pour les prochaines élections locales et régionales laisse présager des rébellions ouvertes d'une frange importante de cadres. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes ces personnes qui sont présentes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est un énorme plaisir que d'être avec vous en ce 30 décembre 2022 et de participer à cet exercice intellectuel qui consiste à nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit et sans plus perdre de temps à qui que ce soit. Nous avons une série de thématiques et la première a pour titre « Rien ne se perd ». Rien ne se perd, tout se transforme. Cette loi de la physique-chimie est également valable pour la vie en société. À la veille de la présidentielle d'octobre 2020, des individus ont décidé de ne pas participer au jeu électoral, ce qui est leur droit inaliénable. Mais ils sont allés au-delà de ce que le contrat social et la Constitution leur permettent. En faisant fi des lois de la République, ils ont, avec des méthodes qui rivalisent avec le terrorisme, empêché d'autres Ivoiriens de jouir de leurs droits civiques. Sans retenue et avec une barbarie digne des sociétés sauvages de la préhistoire, ils ont mis le feu dans le paradis des Ivoiriens pour parler comme la mégastar du reggae Alpha Blondy. Dans leur lancée apocalyptique, ils ont brûlé des maisons, des urnes, des camions, bref des biens publics et privés. Comme des vampires, ils ont ôté la vie à d'autres Ivoiriens. Dans leur égarement d'apprentis putschistes, ils ont créé un Conseil national de transition, en abrégé CNT, censé se substituer aux institutions de la République pour structurer leur action de déstabilisation du pays. Prenant la pleine mesure de ce coup de force en gestation, la République a maté les auteurs et co-auteurs. Ainsi, des résidences dont celle de Bédié ont été bouclées. Les fuyards ont été interceptés et placés à la disposition des forces de l'ordre. Il est donc tout à fait normal qu'après que les clameurs se sont tus, que les forces reviennent à la loi. Dans cette dynamique, le procureur de la République, Adou Richard, garant de l'ordre public et de la tranquillité dans la cité, jouant sa partition, rien que le rôle qui lui est dévolu par les textes de la République, a annoncé des poursuites en vue de situer non seulement les responsabilités. Les auteurs devront aussi répondre et subir la rigueur de la loi, mais également réparer les torts et indemniser les victimes ou les ayants droit. 80 personnes décédées attendent que justice leur soit rendue. Rien ne se perdant. Ceux qui ont lancé la désobéissance civile et le boycott actif doivent récolter les fruits de leurs actes et assumer les conséquences de leur inconséquence vis-à-vis des lois de la République.
il ne sert à rien de s'agiter, comme le PPACI et le PDCI d'Henri Konan Bédié le font. Il s'agit simplement de mettre en branle les intelligences grises juridiques et judiciaires au sein de leurs principaux partis pour apporter la contradiction au procureur de la République et obtenir des juges par la force des arguments l'innocence qu'ils clament tant. Au demeurant, si dans une république, on ne doit pas punir ceux qui ont fait tuer 80 personnes du simple fait de leur statut dans les hautes fonctions précédemment occupées, mieux vaut ouvrir toutes les prisons pour que les coupeurs de route et autres bandits des grands chemins ou à col blanc qui n'ont tué qu'une ou deux personnes recouvrent eux aussi la liberté. À bas les tueurs du CNT, à bas les tueurs du Conseil national de la sécurité, à bas les xénophobes tribalistes de Laurent Gbagbo et son PPACI, à bas les malfaiteurs, Soro Guillaume, à bas les ennemis de la République. Sujet numéro 2. Pourquoi les Africains resteront toujours la honte de l'humanité? Bonjour à toi, l'Afrique des malheurs. Je parle bien sûr de celle des misères et de toutes les humiliations. Dis-moi quelles sont tes prouesses. Je sais certainement qu'elles sont toutes malsaines. C'est toi, chaque jour, à tirer le destin de tes propres filles et de tes propres fils vers le bas avec les putschs, les détournements spectaculaires des biens de nos populations, les injustices et surtout les impunités de toutes sortes. Comment voudrions-nous que le reste du monde nous respecte si nous-mêmes n'apportons rien de positif à l'humanité? Nous autres Africains avons fini par faire croire au reste du monde que l'Afrique est un continent de malheur et misérabiliste. Et après, c'est encore nous qui venons nous plaindre que nous sommes la risée de l'humanité, que nous souffrons du racisme, que nous souffrons de l'injustice dans d'autres pays ou sur d'autres continents. Pourquoi, dans le même temps, sommes-nous silencieux lorsque des Africains font la chasse à d'autres Africains en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui justifie le racisme, la xénophobie entre nous, Africains, sur le sol africain? Et surtout, que faisons-nous pour corriger ces iniquités? Pourquoi nos armées locales veulent-elles justifier leurs incompétences face au djihadisme par des coups d'État, comme ce fut le cas au Mali, en Guinée, au Burkina et dans bien d'autres pays africains? Qui nous encourage à applaudir bêtement les putschistes dans les rues de nos pays africains, alors que ceux-ci ne cherchent qu'à remplir leurs poches? Qui ordonne à nos dirigeants de pratiquer le vol à outrance des biens de nos États et à surtout les déposer, ces mêmes fonds volés dans les pays occidentaux ou dans les paradis fiscaux? Nous autres Africains, en réalité, sommes des hypocrites, mais surtout des lâches, des irresponsables et surtout des inconscients en puissance exponentielle. Nous voulons quelque chose et son contraire à la fois. Sinon, comment comprendre que lorsque nous sommes dans l'opposition, c'est nous qui trouvons que les putschs sont salutaires. Mais une fois parvenus au pouvoir, c'est encore nous, les mêmes, qui devenons miraculeusement les défenseurs de la patrie et des pseudo-républicains, parce que nos intérêts égoïstes sont garantis au détriment de la majorité de nos administrés. Peut-on continuer à ériger l'impunité, le manque de justice sociale en règle de vie dans nos 54 pays africains et espérer la stabilité dans le même temps? À quoi nous conduira-t-il d'utiliser un mal pour corriger un autre mal? En d'autres termes, en utilisant l'impunité, les injustices, espérons-nous vraiment obtenir la paix sociale, la justice et l'unité dans nos différents pays africains? Si un gouvernement établi est jugé incompétent, en quoi une bande de putschistes pourra-t-elle faire mieux? J'en doute fortement. Connaissant la kyrielle des sanctions et d'obstacles diplomatiques supplémentaires qui vont faire patiner la vie de la nation,
durant tout le temps d'une transition dans ces pays qui connaissent actuellement des coups d'État. La prime à l'impunité est un boomerang qui explose toujours à la figure de celui qui la pratique. C'est une évidence empirique. Nous autres Africains pensons que nous pourrions obtenir une chose et son contraire à la fois. Cela n'est pas du tout possible. Nous sommes condamnés à faire le choix de la responsabilité et surtout de l'objectivité. Tant que nous n'allons pas adopter les bons paradigmes qui ont aidé les autres continents à évoluer, nous allons demeurer les damnés de la terre. C'était un texte d'éclaireur pro vérité. Sujet numéro 3. On nous a trop volé. Et on nous vole toujours. Le 22 décembre 1932, Félix Houphouët-Boigny écrivait sous un pseudonyme dans le journal Trait d'Union un article dont le titre était « On nous a trop volé », dans lequel il s'insurgeait contre les injustices faites aux planteurs de cacao. C'est à partir de là qu'Houphouët-Boigny commença son combat contre le colonialisme qui aboutit d'abord à l'abolition du travail forcé, puis plus tard à l'indépendance de notre pays en 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Nous sommes indépendants, nous dit-on, et on continue néanmoins de nous voler sans vergogne, pendant que nous sommes là, encore vivants, en train de prier dans nos églises, dans nos temples et dans nos mosquées, pour que Dieu vienne nous délivrer. Un de ces vols est celui opéré par une compagnie de téléphonie mobile qui vous abonne à des jeux et proverbes débiles, ainsi qu'à des devinettes sans demander votre avis. Et elle vous facture chacun de ces jeux à 100 francs la semaine. 100 francs par semaine, c'est $1 pour beaucoup d'entre nous. Mais multipliez cela par des milliers, voire des millions d'abonnés que nous sommes et vous aurez une idée de l'ampleur du vol. Combien d'entre vous ont réellement souscrit à ces jeux et combien d'entre vous s'y intéressent vraiment? À quoi servent nos associations de consommateurs? Quand je me suis renseigné, on m'a expliqué que j'ai dû m'abonner sans le faire exprès et que je n'ai qu'à me désabonner. Je ne me suis jamais abonné, même dans un état d'inconscience, à ces jeux. Mais on doit payer quelque chose pour se désabonner. Je voudrais demander humblement à la compagnie qui m'a abonné sans mon accord de me désabonner. Car à aucun moment, je ne me suis abonné à ces jeux et devinettes idiots. Qu'elle m'apporte la preuve que je l'ai fait. Si elle ne le fait pas, j'utiliserai tous les moyens dont je dispose pour me faire entendre. Comme cette société est infiniment la plus puissante des sociétés et plus puissante que moi, je sais qu'elle gagnera. Mais on aura quand même eu le temps de se faire entendre. Déjà, je demande à tous ceux que l'on a abonnés sans demander leur avis d'élever de vives protestations. Si nous sommes nombreux à hurler que nous en avons assez, nous finirons par nous faire entendre. Parce que trop, c'est trop. Et on nous a trop volé. Nous entrons en 2023 et certaines choses doivent s'arrêter. Dans la même veine, je vous demande de comparer les prix des billets d'avion pour aller d'Abidjan à Paris à ceux pour aller de Paris à n'importe quelle partie du monde. Même pour aller de Paris à Honolulu ou à Pékin, à l'autre bout du monde, ça coûte moins cher que de se faire un Paris-Abidjan ou n'importe quelle ville africaine. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a des gogos que l'on peut plumer autant que l'on veut, sans qu'ils ne se plaignent. Et pour nous, en tout cas, pour une certaine classe sociale, ne pas aller en France est la pire des punitions. Et ne pas y aller au moins 2 fois dans l'année, c'est ne pas tenir son rang social.
c'est se déclasser. Alors on est prêt à payer n'importe quel prix pour y aller. Je répète encore une fois, que font d'autres, nos associations des consommateurs, à part se regarder le nombril? Nous avons aussi une compagnie de télévision qui nous vend un bouquet de chaînes par satellite. Un Ivoirien qui se respecte se doit d'y être abonné, même dans les quartiers les plus précaires. On s'arrange comme on peut pour y avoir accès, y compris en faisant des abonnements pirates appelés araignées. Comparez les prix des abonnements de notre pays à ceux qui sont pratiqués dans les pays d'origine de cette chaîne et même dans d'autres pays africains, et vous verrez, il n'y a pas photo. On nous vole. Et cette compagnie qui fait la pluie et le beau temps dans le monde de l'audiovisuel de notre pays, ses désirs sont des autres. Pourquoi on nous fait ça? Parce que nous, on nous prend pour des imbéciles. Et visiblement, ils n'ont pas tort. Les Ivoiriens croient qu'ils ne peuvent pas regarder leur chaîne nationale sans passer par ce bouquet. Ils ont tort. Il leur suffit simplement d'avoir le kit TNT pour avoir gratuitement, sans aucun abonnement ni piratage, les 7 chaînes ivoiriennes. Est-ce qu'on est obligé de regarder les autres chaînes que ce bouquet nous propose? Je crois qu'il est temps que nous nous réveillions un peu et que nous commencions à dire non à ces vols systématiques et éhontés dont nous sommes les victimes. Arrêtons de laisser les autres nous prendre pour des pigeons. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre qui que ce soit. Il s'agit simplement de dire, on nous a assez volé et ça suffit. Si vous avez lu l'histoire de Gandhi ou regardé le film qui porte son nom, vous verrez comment le leader indien a vaincu la toute-puissante Grande-Bretagne en refusant simplement de consommer les produits anglais. Gandhi avait organisé une longue marche, suivie par tous ses partisans pour aller jusqu'à la mer afin de fabriquer lui-même son sel. Puis il a tissé lui-même son habit traditionnel et il a été imité par tous les Indiens qui étaient déjà des centaines de millions à l'époque. Et l'économie britannique, qui dépendait en grande partie de ce qu'elle tirait de ce pays, s'en est ressentie à tel point que les Anglais ont dû reculer. Et jusqu'à présent, les Indiens s'habillent toujours dans leur tenue traditionnelle, ce qui ne fait que du bien à leurs planteurs de coton. Tirons-en les conclusions qui s'imposent. La première est que nous ne sommes pas obligés de subir le diktat de ces sociétés. La seconde est que nous devons leur faire savoir d'une façon ou d'une autre que nous ne sommes plus des pigeons. Si cela est vrai, c'est tiré de Fraternité Matin. Sujet numéro 4. Accusation injustifiée et préconçue de fraude imaginaire. La résilience d'un syndrome autocratique. Certaines nomenclatures partisanes de l'opposition ivoirienne ne devraient pas tenter d'ériger leur arbitraire en loi. Elles devraient faire l'effort de se définir programmatiquement et d'être politiquement crédibles dans le discours et la praxis devant les électeurs pour pouvoir conquérir la majorité des suffrages des urnes. En démocratie, un parti ou une coalition au pouvoir qui justifie d'un bilan politique enviable, de sa fidélité au programme qui a été déterminé, ce bilan, de sa cohérence idéologique, politique et économique dans la réalisation de ce programme, n'a pas du tout besoin de frauder aux élections pour remporter la majorité des voix des urnes. C'est une évidence politique. En démocratie, la victoire et la défaite électorale ne résultent pas de l'arbitraire des partis et de leur nomenclature. La victoire et la défaite électorale résultent plutôt
de la crédibilité ou du déficit de crédibilité politique des candidats qui sollicitent le suffrage des électeurs, du jugement souverain du peuple qui approuve ou désapprouve un bilan gouvernemental ou un bilan d'opposition selon qu'il s'en trouve satisfait ou qu'il le récuse. C'est tout simplement la reddition des comptes dont la périodicité du suffrage universel est le tribunal public. La faribole des fraudes en Côte d'Ivoire est un fantasme qui surgit de l'imagination survoltée des nomenclatures partisanes paresseuses emprisonnées dans leur propre démon intérieur, dans la sous-culture autocratique de l'arbitraire et de la force, qui n'ont jamais su ce qu'est une élection démocratique et qui ne sont pas revenus de leur errance. Ces nomenclatures sont en retard du peuple ivoirien, qui ne se réduit pas aux militants partisans fanatisés du PPACI, du FPI ou encore du PDCI, qui a évolué, s'est émancipé. Le peuple a conscience de ses besoins et sait exactement où se trouvent ses intérêts, c'est-à-dire aujourd'hui le RHDP. C'était un texte de notre père Alexis Diette avec quelques petites reformulations d'éclaireurs pro-vérité. Sujet numéro 5. Réveillons-nous. Si nous nous soumettons à une lecture objective de la réalité politique au sein du RHDP, il convient de faire remarquer qu'il y a véritablement des corrections à y apporter. En premier lieu, les palabres internes ont pour résultat plusieurs sections de pro-X ou pro-Y, démontrant que les leaders ou les animateurs du parti font leur propre promotion personnelle au détriment d'une politique commune dans l'intérêt de la dite formation. À cet effet, prenez le groupe des 7 personnes ou les 7 malfaiteurs du directoire qui font leur propre promotion au détriment du président Alassane Ouattara. Il faut le dire sans embâche, cette réalité augure d'une guerre de clans qui va s'accentuer si nous ne freinons pas cette manière d'appréhender les choses. En réalité, le clan des 7 malfaiteurs veut effacer toutes les traces d'Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko. Nous n'avons qu'un seul leader à l'ordre du jour et il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est encore vivant, il est encore potent et il donne des résultats à la satisfaction du peuple. À part Alassane Ouattara, nous ne devrions connaître aucun autre chef. Secondo, s'il est vrai qu'être au pouvoir donne des avantages certains, il ne faut cependant pas sous-estimer l'axe du mal qu'est aujourd'hui notre opposition constituée de Bédié Babo Soro-Guillaume. Ce couple maléfique aura pour tâche de se venger coûte que coûte au fin d'humilier le président Alassane Ouattara, de quelque manière que cela soit. À cet effet, 2025 mettra le RHDP à rude épreuve contre toutes les autres formations politiques, comme ce fut le cas du FPI en octobre 2010. Il faudrait donc sortir de notre zone de confort en déstabilisant au maximum cette opposition de haineux, de personnes paresseuses et surtout de personnes toujours affamées. Pour y parvenir, il faudra multiplier les séances de réflexion afin d'aboutir à des stratégies efficaces et pragmatiques. Tertio, il serait important que les animateurs de la vie du RHDP, c'est-à-dire nos militants, soient mis au centre de toutes les préoccupations. Au-delà des discours et des promesses, il faut que les actes concrets se matérialisent. Nous avons besoin d'informations, mais surtout de formation politique pour avoir une bonne approche des éventualités. Il va falloir corriger d'abord le manque de communication avec les militants. Il va falloir cesser des habitudes des dictateurs en imposant des candidats qui ne font pas l'unanimité. La formation politique, quant à elle, permettra aux militants de comprendre
les perspectives d'avenir et surtout de comprendre les méthodes stratégiques à adopter en face de certaines situations politiques. Là où la formation et la bonne information font défaut, il faut le reconnaître, c'est l'improvisation qui prend de facto le dessus. Et aujourd'hui, à travers les décisions du directoire de choisir des candidats par copinage, nous venons de comprendre que c'est l'improvisation et surtout le népotisme qui règne à la direction du RHDP. Donnons-nous le droit de ne jamais tomber dans la satisfaction. Il faut toujours exiger le meilleur dans notre marche vers la perfection. Ayons à cœur de soumettre nos opposants à la contradiction dans leur fief de prédilection. En réalité, demain, c'est-à-dire octobre 2025, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant. C'était un texte d'éclaireur pro-vérité. Et mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et je vais de ce pas appeler une mère Blanc qui certainement va nous lire son texte. Et lorsqu'elle aura fini la lecture de son texte, vous pourrez, pour ceux qui le souhaiteraient, poser vos problématiques, poser vos questions ou encore même chercher à comprendre certaines choses. Et comme je le dis, moi je dois aller au travail, le temps il est limité. Et donc c'est qu'on demande à chacun, si vous avez l'occasion d'intervenir, essayez d'être le plus bref possible. Mais on peut être bref et efficace. Une fois que vous avez dit quelque chose, tout le monde comprend. Allez juste à l'essentiel pour que les autres aussi puissent avoir la parole. Oui, allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Et je souhaite qu'il en soit pareil pour tout le monde, pour tous les EPV, tous ceux qu'ils aiment. Merci beaucoup, chère mère. Et je vous souhaite un excellent week-end, une très Merci bonne fin beaucoup. d'année et surtout un très bon début d'année 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, mon texte s'intitule « À fond perdu ». Les salaires que perçoivent la plupart des collaborateurs du président ne sont pas justifiés. Moins d'un quart de l'équipe dirigeante mérite sa rétribution. Mais nous n'allons pas nous donner la preuve de citer les bras cassés, les cadres en bois blanc vermoulu qu'ils sont. Insatiables, ils sont ministres compétents. Ils sont aussi maires, avares, et n'ont aucun respect pour leur population. Ils sont si omnibulés par le gain, occupés qu'ils sont à assurer une vie mirobolante pour leur. Les autres n'existent pas. Leurs enfants sont à l'abri dans leurs appartements privés européens, acquis au détriment des nécessiteux, qui, faute du minimum dans les hôpitaux, meurent en couches, transportés sur des tricycles ou sur des deux roues. Ce message s'adresse en particulier aux ministres députés, maires des régions du Nord, qui interdisent tout à leurs administrés, pendant qu'eux-mêmes s'en mettent plein les poches, avec une calculatrice en main pour voir combien ils percevront comme rente viagère. Pendant qu'eux et leurs enfants profitent des soins high-tech, il est interdit à la jeune femme d'être mère au risque d'y laisser la vie. Faute de moyens, ils ont réussi à déshumaniser nos sociétés. Ils courent en tête du peloton, mais gare aux pauvres qui, affamés, assoiffés, s'il tombe, il sera piétiné et abandonné à son sort de damné. Une question reste sans réponse. Comment des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de dignes familles ont-ils pu avoir un cœur si dur? Pourtant, dans un récent passé, nos pères et mères ont assuré le gîte et le couvert à tous les enfants affectés dans les lycées et collèges du Nord, peu importe leur origine. Laissez-nous vous prévenir, vous que le bonheur a comblé de sa grâce
mais qui restaient sourds et aveugles aux nécessités. Changez pendant qu'il est temps. Ceux qui, comme vous, sont restés insensibles aux pauvres ont eu une descendance misérable. Il n'y a qu'à regarder autour de vous pour comprendre que les descendants des anciens barons ne sont rien devenus, ni médecins, ni pilotes d'avion. Ils ont simplement sombré dans l'oubli. Ainsi est le sort réservé aux descendants de ceux qui ont fait main basse sur la part qui revient à la veuve et à l'orphelin. Vous, les élus et cadres du Nord, avez fait ce que vous aviez reproché aux précédentes équipes dirigeantes. Vous êtes tombés plus profondément dans le gouffre du népotisme, de la rapacité, le tout avec une désinvolture déconcertante. Vous revenez très cher à la patrie. Si l'on s'en tient au rapport qualité-prix, vous ne valez rien, vous touchez gros. Vous ne méritez pas ce que vous octroyez en abandonnant les autres sur le bas-côté de la route. Et pourtant, vous aviez toutes les cartes en main pour donner plus d'éclat aux actions du président Ouattara. Au lieu de cela, vous avez œuvré pour les ternir. Il vous suffisait simplement pourtant de ne pas tomber dans les erreurs des premiers. Nous, EPV, nous vous mettons en garde. Au point où on en est, il s'impose à la diaspora de se mouvoir. Et au moment venu, on vous dit bien, nous les EPV, au moment venu, pendant les prochaines élections, nous viendrons sur place pour faire davantage bouger les lignes sur le terrain. Aux grands mots, les grands remèdes. À bientôt. Merci beaucoup, mon fils. Et je puis vous promettre, chère mère, que ce ne sera pas très longtemps. Ce sera vraiment bientôt. Et c'est ce que nous avons dit ici. Partout où la forfaiture des 7 malfaiteurs du directoire, que vous connaissez déjà, va vouloir prévaloir, chère population, n'acceptez plus. La maman vient de dire des vérités ici qui sont tellement claires. Aujourd'hui, eux vont se soigner en France. Ils vont se soigner à New York. Ils vont se soigner à Paris. Je parle des cadres inconscients du RHDP. Mais ils vous empêchent d'avoir des hôpitaux. Et vous mourrez dans les villages. Quand je pense aux populations de Diené, quand je pense aux populations même du Nord en entier, où il n'y a même pas un scanner digne de ce nom. Et je me demande qu'est-ce que les fils du Nord pensent de cela. Et pendant ce temps, vous vous soignez dans les meilleurs hôpitaux d'Abidjan, voire même pour beaucoup dans les hôpitaux les plus huppés du monde. Et c'est ça que nous on critique sur cette plateforme-là ici. Une fois Babo s'est levé, il allait soigner un de ses crocs au Maroc. Et là, en ce moment, nous étions opposants. En ce moment, nous étions opposants. Mais que de scandales n'avions-nous fait? Mais quand j'imagine aujourd'hui que c'est vous, les gens du RHDP, qui êtes devenus pire que Laurent Gbagbo, la calamité, et toutes ces personnes-là, j'ai dit au peuple de regarder sa propre condition. Est-ce que toi, le peuple, quand je dis le peuple là, ça veut dire que c'est de toi qui m'écoutes là que je parle. Je ne parle pas à une autre personne. C'est à toi que je parle. C'est comme si toi et puis moi on se voyait. Est-ce que toi tu mérites cette méchanceté? Est-ce que tu mérites qu'on te dise que toi tu n'as pas le droit de te soigner? Est-ce que tu mérites que quelqu'un, que toi-même tu as voté, vienne voler ton avenir en volant l'argent qui devait construire ta route, qui devait construire une université chez toi, qui devait construire un centre pour les jeunes chez toi? Aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de cadres du RHDP sont en train de faire. Et c'est ce qu'on a reproché à l'opposition. Mais pourquoi ils le font? C'est pour humilier Alassane Ouattara. Pour dire à Alassane Ouattara, tu as réussi partout dans le monde, mais nous serons les cailloux qui vont être dans tes souliers. Et on va te montrer que si l'opposition était incapable de t'humilier là, nous on va le faire tranquillement. Et ils ont commencé déjà. Le chef de l'État qui avait tracé un programme pour que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays émergents en 2020, ils ont fait que la Côte d'Ivoire n'a jamais été émergente. On dit toi, Alassane Ouattara, tu n'as pas dit que tu es économiste, mais nous, les vampires du RHDP là, on va te montrer que tu n'es rien. Ce que tu veux là, nous on ne fera pas. Mais on va t'humilier devant même tes partenaires internationaux. Et ça n'a pas suffi. En 2022,
J'ai cité ici la bande des 7 malfaiteurs du directoire, vous les connaissez déjà, et Saïd Penda en a parlé aussi hier. Ils disent que ce n'est pas suffisant. On a déjà humilié Alassane Ouattara sur son terrain de prédilection qui est l'économie, en le désavouant devant ses partenaires internationaux, mais ce n'est pas suffisant. C'est que l'opposition n'a pas réussi à faire là. Nous, on va l'humilier politiquement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre des candidats, surtout les mauvais candidats, aller perdre lamentablement les élections et venir dire à Alassane Ouattara, tu pensais que tu étais fort, mais voilà maintenant que moi, Kandia, moi, Kone Kafana, moi, Fidel Sarasoro, moi, Adama Bictogo, moi, Begre Mambe, et moi, ce que vous connaissez, c'est nous aujourd'hui, toi, Alassane Ouattara, c'est nous aujourd'hui, on va te contrôler. Voilà toute la réalité. Voilà toute la réalité. Et ils veulent qu'on s'asseye et qu'on regarde cela sans rien dire. Cela ne saurait se faire. Et nous, tant qu'on aura de la voix, on va vous conscientiser le peuple. On va vous dire la vérité. Quelqu'un qui ment, là, il aura toujours un vrai garçon qui va venir lui dire tu as menti et donner les preuves. Mais depuis qu'on parle là, est-ce que vous avez vu un seul parmi eux tous? Nous, on ne peut pas être plus fort que tout le monde. Mais est-ce que vous avez vu un seul, que ce soit cyberactiviste, que ce soit eux-mêmes les politiciens, est-ce que vous avez vu un seul venir sortir pour dire que ce qu'on a dit là, c'est faux? Mais vous trouvez par contre des gens, et j'étais tellement déçu quand j'ai vu l'article de Saïd hier, des RHDP qui disent, mais même si les choses ne sont pas bonnes, mais toi Saïd même, est-ce que tu es militant RHDP? Mais ça m'a rendu triste. Parce que toi, tu aimes quelque chose, même si on doit t'assassiner là-dedans, pour toi c'est bien. Personne ne doit dire que c'est mauvais. Toi, tu ne sais même plus où ton bonheur se trouve. Toi, aujourd'hui même, tu es devenu, pardon, l'ennemi de ton propre bonheur. Quand des personnes viennent t'expliquer que moi, je n'ai rien à gagner là-dedans, mais je t'explique simplement. Et donc, à la différence de ceux qui veulent vous mentir, nous ici, chaque jour, quand on dit quelque chose là, ça se concrétise et les gens viennent confirmer. C'est moi ici, avant-hier, je suis sorti, j'ai cité les 7 malfaiteurs. Mais après, Saïd a fait son article. Si tu n'es pas convaincu parce que l'éclaireur, tu vas dire que c'est un radical, un extrémiste, en tout cas, tu as été convaincu par quelqu'un qui est indépendant, qui n'est ni RHDP. Sinon, on a dit ici, pendant très longtemps, que les cadres sont extrêmement méchants et que leur rapport avec les militants est malsain. Mais il y a un qui est sorti, qui est venu confirmer cela. C'est cette plateforme-là qui a dit que le parti était mal géré lorsqu'il était entre les mains d'Amadama Bictogo et que tout était faux. Tout ce qu'on rapportait au président de la République était faux. Quand le président a regardé, il a vu que c'était vrai. On en est abouti à la restructuration. C'est nous, on a dit ici que les informations qui sont remontées au président sont fausses. Mais Kone Kafana l'a reconnu lors d'une réunion que contrairement aux informations qui étaient communément partagées, que nous avons plus de 500 000 militants, qu'en réalité nous n'avons même pas à peine 200 000 militants sur le terrain. Et autant de choses que nous pourrions citer. Et donc quand on dit quelque chose, vous pouvez ne pas aimer, mais la vérité ne peut pas changer. Et une grande différence entre tous ceux qui sont dans le clientélisme ou qui sont des saisonniers, c'est que nous, on n'a jamais changé. Et cette position-là, ça se respecte. Nous, on a toujours été ce qu'on a été. On a toujours dit les choses de façon claire. Et on a assumé là où il fallait assumer. On a donné des solutions là où il fallait. Alassane Ouattara est resté de la même manière. Et donc, comme pour vous dire que ceux qui sont véritablement, ceux qui aiment Alassane Ouattara et ceux qui le soutiennent véritablement sans attendre qui que ce soit, c'est nous, la plateforme éclaireur pro-vérité, et on ne va jamais changer. Et donc, ce qu'on demande à nos populations, c'est votre avenir qu'ils sont en train de détruire. C'est vos hôpitaux qu'Alassane Ouattara a prévus. Tellement incapables de faire quelque chose, ils ne veulent pas assumer la responsabilité de superviser l'évolution des projets qu'Alassane Ouattara est en train de faire dans leurs différentes régions. Et donc, ils viennent vous mentir pour dire que c'est Alassane Ouattara qui dit qu'il faut les voter. Ça veut dire quoi? C'est Alassane Ouattara qui les a envoyés. Donc, si demain, là, un maire ne travaille pas, toi, tu l'as voté parce que c'est Alassane qui l'a envoyé là. Ce n'est pas lui qui n'a pas travaillé, hein. C'est celui qui l'a envoyé qui n'a pas travaillé. Et donc, c'est comme ça qu'eux comprennent le message. Ah, va leur dire que c'est Alassane qui t'a envoyé. Même si tu ne fais rien là, après on met tout sur le président de la République. Est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est sérieux?
Non, mais quand vous volez, c'est Alassane Ouattara aussi qui vous dit de voler. Djabi Lansina, Kipeya, on peut les citer à l'appel. Est-ce que c'est aussi Alassane Ouattara qui vous a dit de voler? Et donc, soyons un peu plus sérieux, chère population. Le temps qu'il fait maintenant, c'est le temps de montrer à ces gens-là que eux-là, ce ne sont pas des dieux. Eux-là, ils ne sont pas des prophètes. Et eux-là, ils ne peuvent pas s'imposer au monde entier. Maintenant, dans vos différentes régions, levez-vous, contestez ces décisions-là jusqu'à ce que la vérité soit dite, jusqu'à ce que les personnes que vous pensiez pouvoir représenter vos intérêts soient mis devant. Et s'ils ne veulent pas, sanctionnez-les dans les urnes. Vous avez le choix de ne même pas voter le RHDP ou bien vous votez carrément l'opposition. On vous l'avait dit, tant que vous n'allez pas quitter dans votre forfaiture, même s'il faut battre campagne contre le RHDP, nous on va le faire ici sur cette plateforme-là. Parce que trop, c'en est de trop. Et surtout, je ne vais pas terminer. Je ne vais pas terminer en me privant de faire des prières de malédiction. Et que Dieu maudisse. Jamais, je peux continuer s'il vous plaît. C'est vous les Français que s'il vous plaît. Voilà, ça c'est pour plaisanter. Mais surtout pour dire que Dieu maudisse tous ceux qui ont trahi le président. Que Dieu humilie ceux qui se cachent pour tromper Alassane Ouattara. Si, d'aventure, s'il est vrai qu'Alassane Ouattara a été clair comme de l'eau de roche et qu'il a voulu servir son peuple, vous qui êtes resté autour d'Alassane Ouattara, qui avez menti à Alassane Ouattara, que le désarmement a été bien fait, alors que le désarmement n'a pas été bien fait. Parce que moi qui vous parle là, quand je dis quelque chose là, je sais de quoi je parle. Le désarmement n'a jamais été bien fait. Vous qui avez menti, qui avez progressé, que Dieu vous humilie et que vous tombez plus bas que la terre. Vous qui avez volé pour faire tomber les programmes d'Alassane Ouattara, pour condamner nos populations à mourir dans la souffrance, chaque centime que vous avez pris, que ces centimes-là se transforment en malheur dans vos vies. Que ça se transforme en feu dans le destin de vos enfants. Que ça se transforme en maladie, surtout en maladie très grave, sur la vie de vos enfants. Que toutes les méchancetés que vous avez faites aux militants, qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur détermination et qui n'ont jamais perdu foi en Alassane Ouattara, ce respect que ces militants ont accordé au grand chef et que vous avez foulé aux pieds, que ça se transforme en humiliation sur chacune de vos vies. Ces militants qui ont fait de vous ce que vous êtes, mais que vous avez abandonné aujourd'hui, vous les avez trahis. Que des personnes plus crapules puissent encore vous trahir vous-même pour que vous sentiez le mal que vous avez fait aux autres. Ce n'est qu'une question de temps. Vous pouvez peut-être rire et boire votre champagne, mais ça ne va pas vous louper. Et je vous ai déjà dit, quand le moment du jugement va arriver, vous allez l'assumer dans sa rigueur. Et vous serez même peut-être pire que ceux qui ont dirigé avant vous. Quand vous ne savez pas lire l'histoire du monde, elle va s'appliquer sur vous. Et chère mère, donc je vais m'arrêter là. Oui, j'aimerais profiter, mon fils, pour passer un bonjour à Mamadou Sanogo et à Montano, les deux ministres de la construction qui se sont succédés, pour dire que, voilà, qu'ils pensent à nous. Je reprends encore avec, je reprends le bâton des logements sociaux. Vous étiez tout à l'heure en train d'égrener les méfaits de ces personnes sans foi ni loi. Le scandale du logement, des logements sociaux aussi, en est un. Donc, je vais commencer à les citer. Comme il n'y a personne pour nous dire de quoi il en retourne exactement, on nous laisse comme ça dans l'expectative, comme si nous autres, nous étions moins ivoiriens que les autres. Mais 14 500 000, il faut qu'on me les restitue. J'en ai besoin. Ou bien qu'on me donne une toute petite maison, même si c'est un poulailler, j'ai dit oui. Mais tous ceux qui ont pris mon argent et qui ont fructifié en leur faveur, si Dieu est Dieu, je me confie à Dieu. Mamadou Sanogo, à Montano, ce sont les deux ministres qui se sont succédés au ministère du logement.
Que Dieu nous aide et que Dieu fortifie ceux qui se tiennent du côté de la vérité. Amen. 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 Merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, chère Merci. mère. Et vous passez un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé avec la présentation des sujets. Comme je le disais, moi, je dois aller au travail. Ceux qui veulent prendre la parole, signalez-vous dès maintenant pour qu'on puisse vous donner la parole. Et lorsque vous aurez la parole, comme je le disais, quand vous dites quelque chose, c'est déjà important, on comprend. Allez à l'essentiel en vous disant, derrière moi, il y a des gens qui veulent aussi parler. Et une fois que vous faites ça, on gagne en temps et ça peut faciliter la tâche à tous. Une fois que vous appelez une seule fois, c'est suffisant. Ou bien que vous faites un texte message, c'est suffisant. Tout se voit et on va vous prendre sans problème. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour éclaireur, bonjour à toute la classe, bonjour à Melvin et tous ceux qui suivront. Ensuite, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Et éclaireur, déjà, je commence par dire que cette nuit de malédiction que vous avez faite, vraiment s'abattu, c'est coupable. Amen, amen. Je prends la parole pour ne serait-ce que prendre une partie de l'article de Saïd Penda. Il y a tellement de sujets dedans qu'il faut vraiment développer, mais il y a un élément dedans sur lequel je voulais quand même m'appesantir. Et il s'agit de l'ivoirité. INC Yacouba, je crois, qui est contesté par rapport à une certaine ivoirité qui revient encore. Nous sommes aujourd'hui en train d'entrer en 2023 et cette idéologie de l'ivoirité est encore pratiquée. Ok. Qu'est-ce que je veux en dire? Nous avons une Assemblée nationale. Normalement, oui. Et aujourd'hui encore, l'ivoirité est ouvertement pratiquée alors que nous avons une Assemblée nationale. Et cette ivoirité est directement appliquée, je vais dire pratiquée sur des compatriotes ivoiriens. Donc, notre Assemblée nationale compte, je crois, plus de 200 députés, sauf si je me trompe. Et il n'y en a pas un parmi tout ce grand nombre de députés qui voit l'importance de défendre cette injustice fatale qui, je rappelle, a quand même fait des milliers de morts, causé des milliers de morts. Et face à cette situation éclaireur, la question que je pose est pourquoi avons-nous des députés? Pourquoi avons-nous ces députés-là? Pourquoi élisons-nous les députés? Et à quoi servent ces députés finalement? Et jusqu'à quand, surtout, allons-nous tolérer d'avoir ces députés comme ornement, parce que franchement, c'est de l'ornement finalement, en lieu d'acteurs législatifs? Que devons-nous faire donc? Parce que cette situation est présente et rien, elle est présente comme elle est. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui pour avoir du réel dans ce domaine-là? Éclaireur, je vous le dis, c'est avec avec énormément de peine que je présente cette situation-là. Alors, je dis, que devons-nous faire pour avoir du réel et finalement avoir une législature quand même un peu dans les normes? C'est sur ça que je vais m'arrêter pour laisser toutes ces questions posées à tous et puis voilà que chacun apporte ce qu'il peut en apporter
Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maire. Et votre question vaut son pesant d'or. Et pour reformuler votre question, à quoi servent nos députés? Et donc, par ricochet, est-ce qu'ils comprennent leur rôle? Malheureusement, nos députés en Côte d'Ivoire ne servent à rien. Parce que voilà un pays où le RHDP, qui a la majorité actuellement, ne peut pas nous prouver que les députés ont suscité une loi contre Canal Horizon, contre Orange Côte d'Ivoire, qui vole à outrance nos populations. Alors qu'eux-mêmes vivent ces situations-là et voient, mais ça ne les intéresse pas. Voilà des députés qui peuvent aller prendre des artistes des mondes parallèles, venir se pavaner dans nos rues, mais qui seront incapables d'aborder un sujet simple de réflexion. Parce que quand je parle d'un sujet simple de réflexion, on dit qu'à chaque temps, il faut adopter la bonne posture. Il y a la dignité du peuple qui doit compter. Est-ce que lorsqu'il y a un conflit qui larve entre deux pays, est-ce qu'en tant que député, je n'ai pas une posture à adopter? Mais quand des députés ignorent même leur manière de se comporter dans la gestion de leur propre pouvoir, peut-on dire que ces députés-là en valent la peine? Cher maire, je me souviens quand j'étais à Abidjan, une fois, je causais avec un député, on a fait le lycée ensemble. Et comme ça, je lui dis, mais ton rôle de député, ça te sert à quoi? Parce que je vois que vous avez besoin de beaucoup de choses, mais tu sembles être muet. Ta communauté a besoin de beaucoup de choses, mais tu sembles être muet. Qu'en penses-tu? Mais vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit simplement que vraiment, c'est les efforts même du chef de l'État qui font avancer les choses, qu'eux ne peuvent rien faire. Ah oui. Alors que le chef de l'État ne peut pas voter une loi, mais les députés peuvent le faire. Et malheureusement, ça prouve que ces gens-là n'ont pas compris leur mission. Mais à la réalité, ce n'est pas le manque de compréhension, c'est le manque de volonté. Sinon, ils savent très bien. Mais la volonté n'y est pas. Parce que s'ils votent les lois vont rendre le peuple intelligent. Et les lois seront une garantie pour le peuple de s'adosser pour dire, vous avez voté, il faut appliquer. C'est pourquoi les Ivoiriens n'auront jamais une couverture maladie qui couvre l'entièreté des Ivoiriens. On nous dit que la Côte d'Ivoire va tellement bien que certains se permettent de voler des milliards à outrance sous le régime de Alassane Ouattara. Mais qu'on prenne ces milliards pour dire à tous les Ivoiriens, on ne parle pas beaucoup, tous les Ivoiriens sont assurés. Parce que les députés disent que si des gens peuvent voler, si 1 ou 10 personnes peuvent voler des centaines de milliards, pourquoi ne pas prendre ces milliards-là pour les mettre à la disposition des Ivoiriens? Et les députés peuvent voter cette loi-là pour dire qu'il faut consacrer un certain nombre de pourcentage du budget à la santé et à la population. Mais ils ne le feront jamais parce qu'eux-mêmes ne veulent pas être mis, une fois devenus députés, ils se voient supérieurs au peuple qui les a élus. Et donc, il ne faut pas que ce peuple-là soit mis au même niveau de traitement que eux. Mais vous verrez ces députés se battre pour leur rente viagère. Vous les verrez se battre pour obtenir beaucoup de faveurs, mais vous ne les verrez jamais se battre pour le peuple. Et c'est cela qu'on est en train de rappeler au peuple. Est-ce que ça vaut la peine de toujours continuer à donner vos destins à ces personnes? C'est la question que toi-même tu dois te poser. Toi-même tu sais quelqu'un, il va t'utiliser pour faire son bonheur. Mais après là, il ne va pas toi même te donner une seconde pour te donner la considération pour t'écouter. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à toujours voter cette personne? Et c'est ça qui va se poser maintenant avec les élections de mairie et des régionaux qui vont arriver. Si tu votes quelqu'un parce qu'il est venu te faire des promesses, c'est toi qui crois à la promesse là. C'est toi qui crois qu'il va réaliser. Sinon, lui qui t'a dit là, il n'y a aucun engagement pour lui de réaliser ça. Et même si tu viens lui rappeler ça, il va te dire, mais moi je te disais là, est-ce que j'étais forcé à me voter? Est-ce que c'est toi seul qui m'as voté? Et c'est comme ça que les gens du RHDP vous répondent aujourd'hui. Est-ce que vous plaignez trop? Est-ce que sans vous là, nous on est déjà bien? Nous on s'en fout de vous.
Mais ils ont totalement raison. Ça veut dire que tant que nous-mêmes là, tant que toi-même tu ne changes pas ton comportement, ils vont toujours adopter ce même comportement d'arrogance. Et c'est toi ta vie qui est en train d'être détruite. Et eux, ils s'en foutent. Parce que être député, ne serait-ce qu'une ou deux fois, ça leur permet de vivre sur le dos de la République jusqu'à leur mort, eux et leur famille. Donc là, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi leur priorité. Leur priorité, c'est de construire leur avenir. Et c'est toi qu'ils utilisent pour construire leur avenir. C'est moi qu'ils utilisent pour construire leur avenir. Mais à un moment là, si quelqu'un ne veut pas toi-même là, on dit c'est deux mains qui se lavent. Toi, eux veulent t'utiliser pour faire leur avenir. Toi, tu continues à les laisser faire ça. Mais à un moment là, il faut retirer ta main aussi. Et c'est ça, c'est sur ce travail-là, c'est ce travail-là qu'il faut faire avec les populations. Si tu ne votes pas un mauvais cadre du RHDP là, qui va venir te tuer chez toi à la maison? Qui va venir te frapper? Qui va venir te dire que comme tu n'as pas fait ça là, on ne va pas payer ton loyer? Surtout qu'ils ne l'ont jamais fait. Surtout qu'ils ne le feront jamais. Donc vous avez peur de quoi pour ne pas vous déterminer? Vous avez peur de quoi pour ne pas dire non à ces personnes? Faites comme ce qu'Odiné a fait. Faites comme ce que beaucoup d'autres villes ont fait. Sortez et dites ce que vous avez fait avant, ça suffit, mais ça ne passera plus. Et c'est là que ces personnes-là vont se mettre au travail. Ce qu'on est en train de dire, ces personnes savent très bien ce qu'elles doivent faire. Mais ça va dépendre de nous, notre posture. Si on veut que les députés en Côte d'Ivoire travaillent, il faut que nous-mêmes là, on désavoue ceux qui sont là actuellement pour leur dire vous ne valez rien. Parce que depuis que vous êtes là, des belles lois sortent. Mais ça n'arrange que vous, les dirigeants. Souvent même, on n'est même pas au courant. On prend des amnisties sans nous informer, comme ceux de Katina et autres. Vous faites vos deals. Les mallettes circulent. Mais le peuple est toujours en train de croupir dans la misère. Le peuple est toujours dans le désarroi. Sanctionnez-les. Et ça doit, tôt ou tard, ça va commencer. Ce que je dis là, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez ne pas accepter, mais tôt ou tard, ça va s'imposer à vous. Parce qu'à force de vous pousser jusqu'à dans votre retranchement là, un jour, il n'y aura plus d'espace. Soit ils vont vous anéantir complètement, ou bien soit vous allez dire trop c'est trop. Et là, ça sera une révolte violente. Et c'est là que ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que la révolte du peuple, quand il n'a plus d'autre choix, cette révolte-là est violente et brutale. Et beaucoup de politiciens vont mourir ce jour-là. Parce que le peuple va se dire, vous avez trop abusé. Souvenez-vous de la révolte du prolétariat. Vous me direz que c'est du passé, mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Quand on abuse trop, à un certain moment-là, quand la personne qui se sent abusée se réveille et veut prendre sa revanche, je vous jure qu'on va chercher politicien en Côte d'Ivoire, on ne va pas trouver. Parce qu'on va proposer au bord des routes, tu veux pas être politicien, tu ne veux pas être député, tu ne veux pas être maire, tu ne veux pas être président. Tout le monde va dire, il y a la mort dedans, moi je ne rentre pas. Et les politiciens pensent aujourd'hui que le jeu qu'ils font, ça les arrange, en tuant les enfants des autres. Mais un beau matin, la population va sortir pour vous assassiner vous tous. Sans distinction, hein. Je vous le dis, sans distinction. Parce que quand tu as été déçu par quelqu'un que tu aimes, ou même quelqu'un que tu as aimé là, la vengeance est encore plus terrible à ce niveau-là. Donc vous les